Bonjour, bienvenue au webinaire consacré à l'engagement de l'usager dans le système de santé. Ce webinaire est organisé par le CECA en partenariat avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, dans la continuité des actions que nous menons avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine en termes de formation, d'ateliers, de création de podcasts et de réalisation de campagnes de mesures d'évaluation. Alors, le support et le replay de cet événement seront accessibles juste après le webinaire sur la chaîne YouTube du CECA et sur son site internet. Et cette action est financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Anne, pourrais-tu nous passer la diapo suivante? Alors, au cours de ces webinaires, vous êtes une cinquantaine d'inscrits et les participants arrivent progressivement. Nous remercions la participation de la plateforme Etna qui devrait nous rejoindre, l'Institut Bergonié et le centre hospitalier Camille Claudel. Donc au programme, nous devrions avoir Etna, mais qui avait des problèmes de connexion. Puis nous aurons des retours d'expérience. Donc, pardon, Etna nous présentera la mise en place d'un collectif des usagers partenaires en santé en Nouvelle-Aquitaine. Puis après, nous aurons des retours d'expérience sur deux types d'interventions possibles des usagers au sein des structures, les médiateurs santé pairs au niveau de Camille Claudel avec un enregistrement et puis la place du patient partenaire en oncologie avec l'intervention donc de Laura Innocenti et de Guillaume Roubaud de l'Institut Bergonié. Géraldine, après, je te laisserai la parole également pour conclure sur des nouvelles formes d'engagement. Et puis, je me permettrai de vous présenter un projet en cours au CECA sur Medibou. Alors, avant de lancer ces retours d'expérience, Géraldine, Etna, oui, après, est-ce que notre interlocutrice d'Etna est arrivée, Anne? Attendez, bougez pas. Oui, en fait, elle est en train de se connecter. Donc, Ah, très bien. normalement, dans 2 minutes, ça devrait aller. D'accord. Ben, ça laisse donc le temps à Géraldine peut-être de nous rappeler les enjeux des différentes formes d'engagement des usagers. Géraldine, la parole est à toi. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire ce webinaire avec Catherine Pourrin qui effectivement fait suite un peu à tous nos travaux. Et pour revenir un peu sur les enjeux de ces nouvelles formes d'engagement ou de l'engagement de l'usager dans le système de santé, je pense que on ne peut pas en parler sans parler du partenariat. Anne, si tu veux bien passer la diapo suivante. Et à travers la petite cartographie que je vous propose, c'est un peu de revoir un peu ces fondamentaux aujourd'hui autour du partenariat en santé. Alors, quand on parle du partenariat en santé, comme vous pouvez le voir à gauche, donc en fait, ce sont des formes assez variées. Le partenariat, c'est à la fois un concept, mais c'est surtout une démarche. Et c'est une démarche qui vient aussi bien des professionnels de santé que des usagers eux-mêmes et qui se concentre autour de ce que l'on pourrait dire vraiment la codécision, la co-mise en œuvre de projets de santé dans sa globalité et qui vraiment travaille sur le principe de la collaboration. Et quand on parle d'usager, c'est un mot pluriel puisque derrière l'usager, il y a effectivement différentes formes. Il peut y avoir les citoyens, le grand public, les patients, les proches aidants, les acteurs de l'accompagnement du champ du sanitaire, du médico-social, mais aussi les acteurs de la formation, voire même de la recherche. Et en fait, le partenariat touche vraiment toutes les sphères de l'activité aujourd'hui du système de santé, de tout l'écosystème, à la fois dans ses approches plutôt réflexives, que ce soit autour de l'approche éthique, que ce soit également dans la relation soignant-soigné, que ce soit dans la collaboration et dans la construction également avec tout le tissu qui façonne également notre système de santé à travers le fonctionnement également associatif, l'écosystème associatif, mais aussi après dans toutes les démarches de partenariat et de projets au niveau des structures hospitalières, des structures de santé et des professionnels eux-mêmes, qui peut toucher aussi la qualité de vie au travail.
Et ensuite, il y a bien sûr un deuxième enjeu important qui est bien sûr comment et qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'usager dans le système de santé. Et là, donc, la partie de droite de l'image vous permet aussi de voir et de comprendre que on ne peut pas demander la même chose à n'importe quel moment et à n'importe qui. Et il y a ce que l'on appelle une échelle de participation, des différents niveaux de participation qui sont essentiels puisque ça peut aller du niveau le plus basique, qui est vraiment d'essayer d'être déjà dans une démarche informative pour pouvoir faire en sorte que, je dirais, ce partenariat puisse déjà s'inscrire dans une démarche globale pour faire en sorte que les personnes soient informées. Et puis après, on peut monter dans cette échelle de la participation, plutôt pour aller consulter les personnes et puis ensuite pour aller collaborer, voire co-décider, voire co-gérer, même d'un point de vue financier, sur les projets de santé. Donc voilà, ça, c'était un peu les prérequis pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux fondamentaux essentiels en termes d'enjeux, quand on parle de l'engagement de l'usage dans le système de santé, il faut avoir en tête que l'engagement ne se peut s'organiser qu'à partir de deux éléments clés, à savoir s'engager dans une démarche de partenariat qui va de la co-décision jusqu'à la co-mise en œuvre, et qu'ensuite, il faut aussi identifier le niveau de participation que l'on va demander à ces usagers dans leur engagement et dans le travail collaboratif avec les professionnels de santé. Merci Géraldine pour cette introduction. Qu'est-ce que tu voulais souhaiter compléter donc sur ces formes d'engagement diversifiées? Est-ce que tu voulais nous apporter d'autres précisions? Oui, alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, effectivement, il y a différentes formes d'engagement qui peuvent s'organiser. Bien sûr, celle qui est aujourd'hui la plus ancienne, c'est celle qui est organisée autour de la représentation des usagers à travers la loi dite Kouchner, la loi du 4 mars 2002, qui a permis déjà l'introduction et l'arrivée dans les organisations de santé, donc des usagers pour qu'ils puissent être intégrés dans des organisations et dans des instances qui est aujourd'hui la commission des usagers. Mais aujourd'hui, ces formes se diversifient avec des formes plus hybrides à travers notamment le travail autour de la médiation et du travail autour de médiateurs santé-pairs ou encore en ce qui concerne aujourd'hui ce qu'on peut appeler le patient partenaire ou le patient ressource qui va également intervenir aux côtés des équipes de soins pour justement transmettre ses connaissances et ses savoirs autour de la maladie pour accompagner donc les personnes dans la même situation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de se dire que ce travail de collaboration, c'est du gagnant-gagnant, à la fois du côté des usagers eux-mêmes, mais aussi du côté des professionnels de santé, à la fois pour, bien sûr, faire en sorte que ce soit un travail d'équipe et équipe pluridisciplinaire, aussi bien du côté des usagers que des professionnels eux-mêmes, mais aussi donc, après gagner en pertinence, en qualité, et en sécurité aussi, des soins, pour être, mieux soignés, mieux organisés et répondre plus aussi aux attentes, et aux besoins aujourd'hui je dirais tout simplement des patients et des usagers de manière globale. Donc, travailler ensemble pour aussi améliorer les parcours et travailler ensemble pour améliorer donc la qualité de vie globale des patients et la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Merci Géraldine. Donc vous avez déjà une introduction des interventions que nous allons avoir sur le patient partenaire et le médiateur de santé. Donc là, je vais passer la parole à Alexia Antoine qui va présenter le projet du collectif des usagers partenaires en Nouvelle-Aquitaine, donc porté par Aetna et ce collectif de santé. Alexia, la parole est à toi. Alexia, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée parce qu'en fait, elle a un problème d'internet. On a Bon, fait le lien, on était en train de le faire en direct, mais ça ne fonctionne pas pour d'accord. l'instant. Donc, dans ces cas-là, on va passer à l'autre partie, hein. Oui, très Je sais pas bien. ce que vous en Et pensez. le direct et les problèmes de connexion. Non. Voilà. Donc
nous avions donc aussi identifié deux types d'interventions, de retours d'expérience dans notre région. Tout d'abord, vous avez sans doute entendu parler de ce positionnement dans les établissements, de leur rôle, de leur fonction du médiateur santé-père, un nouveau métier. Et quoi de mieux d'écouter un médiateur santé-père pour comprendre son rôle et sa mission. Donc, Julie Marguet, qui intervient sur l'établissement Camille Claudel, a bien voulu et accepté donc de présenter son rôle et sa fonction, et nous allons l'écouter. Merci. Donc, je m'appelle Julie Marguet, j'ai 42 ans et je travaille depuis 5 ans pour l'établissement public de santé mentale de la Charente, Camille Claudel, en tant que médiatrice de santé-père. C'est une modalité de père aidance. Donc un père aidant, c'est une personne qui a un vécu de soins en santé mentale, avec peut-être hospitalisation, traitement, diagnostic, vécu avec les soignants, vécu avec d'autres personnes concernées, par exemple en hospice ou peut-être on s'est croisés en CMP. Donc ce vécu-là, le vécu de rétablissement, la personne commence à trouver des stratégies qui lui conviennent, commence à aller mieux, puis va de mieux en mieux. Et l'envie d'aider et d'y retourner en tant que personne concernée, parce que du coup le père aidant il va devoir beaucoup se dévoiler. Les missions communes un peu à tous les pères aidants et pour les MSP, ça va être parler d'espoir, parler de rétablissement, essayer de développer un petit peu la capacité à être acteur des usagers. Ça peut commencer par le soin. Donc, j'ai pas aimé comment. On m'a mal expliqué mon traitement. Je vais faire un exemple tout simple. Là, c'est le rôle du médiateur de vraiment dire pouvez-vous la prochaine fois dire au médecin que les explications ne vous ont pas convenu. Et des fois, ça va être prendre une feuille et réfléchir à comment on peut poser la question. Pareil, pour les partenaires de l'emploi, ça arrive des fois que les usagers aient des rendez-vous, ils sont super stress. Et alors, est-ce que vous voulez qu'on prépare la question que vous voulez poser, comment? Et aussi, des fois, c'est pour dire oui, mais vous me proposez un stage, mais moi, je ne me sens pas prêt. C'est juste se préparer. Ça commence, moi, je mets au début la focale sur le soin. Et puis après, on vise un peu tout, prendre le pouvoir sur sa vie en général. Mais déjà, le soin, ça commence bien. Commencer un petit peu à s'affirmer. Et aussi, du coup, quand on est acteur, il y a des choix à faire et il faut les assumer. Donc, on est un peu là pour leur dire ah, mais oui, mais attendez, mais ce que vous me dites, vous en avez parlé à la personne? Non. Ah, bah, la personne, elle a une boule de cristal, elle comprend pas. En fait, les humains, si on n'utilise pas des mots, c'est très très compliqué de se comprendre quand même, surtout quand on a une personne avec des troubles psychiques en face. Donc, voilà, se développer le pouvoir d'agir, déstigmatiser au maximum. Donc, ça va être les exemples, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est accès aux droits, est-ce que je peux parler de ce qui m'arrive? Moi, je fais des accompagnements de dévoilement, des choses comme ça. Et j'en oublie, mais en gros, c'est ça. Oui, le médiateur de santé-père fait partie de l'équipe. C'est comme ça que c'est prévu. C'est pour ça que les MSP sont salariés et c'est capital. Pourquoi? On va prendre mon exemple, ce sera plus simple. Je suis aux réunions d'équipe, je suis aux régulations d'équipe, je suis là quand les projets sont travaillés, retravaillés. Et du coup, j'ai une voix, comme chaque professionnel a une voix. Et c'est super important. Parce que du coup, ça représente, en fait, symboliquement, c'est quand même assez fort, ça représente quand même l'inclusion des personnes concernées dans les services qui les concernent. C'est vraiment pas rien. Et du coup, c'est pas que j'ai particulièrement du pouvoir ou particulièrement pas de pouvoir, mais voilà, je suis là. Et du coup, parfois, j'arrive avec des questions qui n'ont pas de sens. Parfois, je mets le doigt sur quelque chose, mais tout simplement parce que je représente un nouveau métier. Une nouvelle formation, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de poser les questions, un nouvel angle. Et donc, en théorie, c'est enrichissant. Alors, pour devenir médiateur santé-père, en fait, il faut postuler à une offre d'emploi. Ce sont soit des établissements publics de santé mentale, comme dans mon cas, ça peut être des associations, ça peut être du médico-social, qui cherchent à recruter un médiateur de santé-père. Et du coup, ce médiateur, c'est chapeauté par le CCOMS, qui est une branche de l'OMS pour la santé mentale. Et donc, quand on a un intérêt,
il y a une personne à joindre qui a du coup tous les profils, c'est sur un site Facebook, tous les profils en fait des offres d'emploi. Donc c'est important pour eux, pour le CCOMS et je crois pour tout le monde, vraiment de se dire que c'est pas un passe-droit ou c'est vraiment il y a un établissement qui demande à recruter, qui dit bonjour, je fais une offre d'emploi. Donc on vient, on fait un entretien d'embauche, il faut envoyer CV, lettre de motivation avant. Et donc l'entretien, c'est essayer de comprendre ce que sera le poste, où ce sera, si ça convient, le temps de travail, un peu comme tous les métiers du monde. Et quand on attaque, quand on est pris, si on est pris, on est directement salarié. Et on est salarié en formation, ce qui est un petit peu... Voilà. Ça peut ressembler à de l'alternance, mais ce n'est pas de l'alternance. Et il ne faut pas nous appeler des stagiaires, c'est pas ça. En fait, on est salarié et on va en gros une fois par mois à l'université pendant 1 an à 1 an et demi. Donc ça se passe à Bobigny, qui est Paris 13 la Sorbonne, ou maintenant à l'université de Bordeaux, pour accéder directement en 3e année. Donc il faut avoir un bac+2 ou une équivalence. Et on fait en fait sur 1 an et demi, ça dépend des années, on valide une licence, donc un bac+3. Ce qui leur tient à cœur pour qu'on puisse revaloriser notre salaire, etc. Aussi pour qu'on puisse continuer en master si on veut. J'ai des collègues de promo qui ont continué en master, parce qu'en fait, des personnes concernées, il va en falloir, dans les formations des professionnels de santé, il va falloir qu'on arrête. Du coup, c'est vraiment pour ne pas nous précariser et pour qu'on ait un bagage solide aussi. Donc cette université, elle s'appuie sur 3 axes. Gros contenu santé, économie de la santé, droit de la santé, sociologie. Dans ce contenu santé, il y a tout ce qui est psychiatrie. Histoire de la psychiatrie, traitement, psychopathologie, santé psychique, enfin énormément de contenu. Il y a un 2e axe qui est plus outils spécifiques. Donc on est formé à l'ETP, qui est, ça m'échappe, l'éducation, j'avais envie de dire établissement. Éducation thérapeutique du patient. Donc on a les 40 heures dans la formation. Et puis des outils type communication, technique d'entretien, tout ça. Et ensuite un 3e volet qui est vraiment un peu réflexivité plus. On veut vraiment que le MSP il réfléchisse énormément à son parcours. Donc les devoirs, c'était toujours, on axait ce qui nous était arrivé, les contenus qu'on avait eus à l'université, les contenus théoriques, et ce qui se passait au travail. Et il fallait toujours, voilà, mixer ces 3, donner un axe personnel, comment ça résonnait, en quoi ça résonnait dans notre parcours. Et il fallait mettre un petit peu de personnel du parcours, personnel de ce qui nous arrivait au travail aussi, il voulait du perso. Les contenus, il fallait les ressortir, donc il fallait les travailler, il fallait lire les articles, etc. Et puis des exemples, des éclairages de ce qui se passait au travail. Donc c'est capital qu'on soit au travail. Et ça dure 1 an et demi, ensuite on est diplômé et on continue à être salarié pareil, juste du coup on est tout le temps au travail alors que la première année et demie, on est parfois à l'université. Donc je participe à tout ce qui est réunion d'équipe. Parfois, j'interviens dans des colloques, des instances avec les partenaires ou des choses comme on fait aujourd'hui. Je suis en co-animation d'ateliers avec d'autres collègues, d'autres professionnels, en binôme souvent. Beaucoup d'ateliers sur l'extérieur. Je participe à un atelier de psychoéducation où on amène des contenus sur le stress, la gestion du stress, le rétablissement, la déstigmatisation et le dévoilement. Donc là, c'est une grosse partie, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais des entretiens avec les usagers autour du rétablissement, de l'espoir, parfois des dossiers MDPH qui sont pas faciles à remplir. Et aussi à la demande des usagers, s'ils ont des questions, on peut faire questions-réponses, s'ils ont des questions sur tout simplement la péréquation. Et aussi, je co-anime un groupe de parole que j'ai imaginé où on essaye de parler en positif de thèmes qui ont été mis par les groupes précédents. C'est facile de diffuser un message d'espoir quand on est super rétabli. Je dis pas que ma vie est facile, mais je suis quand même très rétablie dans pas mal de domaines. Parce que du coup, je peux vraiment venir dire, je promets que pour certains, ça va vraiment, pour beaucoup, ça va vraiment s'adoucir. Le confort, il va arriver. Et c'est la personne concernée, les aidants, les pros, tout le monde, je mets toutes les personnes qui travaillent avec la personne. Si on s'acharne, j'utilise le mot acharné consciemment, si on s'acharne, si on lâche pas, il faut passer par les moments où on se dit à quoi bon, pourquoi je fais ça, quand est-ce que ça paye. Moi je l'ai eu pendant 5 ans, quand est-ce que ça paye. En fait ce qui finit par payer c'est le fait
de maintenir le cap et de continuer à prendre soin de soi. Et il y a vraiment, je l'ai beaucoup vu dans la promotion parce qu'on était 33 personnes à aller mieux. Et quand on s'est raconté nos parcours, il y avait des moments où c'était pas vraiment évident qu'on allait s'en sortir, loin de là. Certains ont quand même frôlé la mort. Et du coup, de se dire, ça finira par payer. Et quand ça paye, je vous jure que c'est sympa. Je vous jure, par exemple, je vous le promets, que je n'ai plus de pensée suicidaire. Et j'ai vécu avec pendant des années. Donc vraiment, ça paye. Donc l'espoir, c'est ne pas lâcher, ne jamais lâcher. Même quand ça semble vraiment pas mal désespéré, il ne faut jamais lâcher. En fait, vraiment, il y a toujours moyen de récupérer dans un des aspects de la vie. Voilà, ne serait-ce qu'en accédant au droit, en récupérant la santé au maximum, en revenant vers les soignants. En fait, il y a toujours moyen que ça s'améliore. Alors, l'avenir dans mon établissement, en fait, dans le projet d'établissement, il est prévu de recruter plus de médiateurs de santé père. Là, actuellement, nous sommes 2 dans l'établissement dans lequel je travaille. Un collègue qui travaille en addictologie, et donc moi, je travaille en réhabilitation psychosociale, donc plutôt à l'extérieur de l'hôpital, plutôt pour des gens qui essayent de retrouver un petit peu du coup le goût de la vie, etc. Si d'autres MSP arrivaient, moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de mutualisation d'outils, parce qu'on n'aura pas la même formation par définition. Voilà, j'imagine des rendez-vous de travail où on peut mettre sur la table, voilà, j'ai fait ça, j'ai entendu parler de ça, toi tu l'as essayé, etc. Et puis aussi peut-être se soutenir, même si moi j'ai oublié de le dire, dans ce que je fais, j'ai je sais pas comment ça s'appelle, des réunions très fréquentes d'analyse de pratique, très importantes avec d'autres médiateurs santé père, parce que du coup c'est quand même un métier spécifique. Et des fois aller demander conseil aux autres professionnels, oui, toujours parler à son équipe, mais des fois c'est tellement spécifique que le conseil, on en a besoin d'un autre médiateur santé père pour qu'ils nous disent ah oui non là c'était pas dans les clous, ou ah oui ça m'est arrivé, enfin voilà, des éclairages du même métier en fait, parce que on utilise tellement le dévoilement, tout ça, que c'est un peu spécifique. Donc moi, à titre personnel, ça m'enlèverait un petit peu de solitude si je pouvais travailler avec d'autres MSP aussi pour se rassurer, partager, voilà. J'imagine pas des réunions de travail toutes les semaines ou quoi, mais voilà, peut-être une fois par an, une demi-journée ensemble à parler de ce qui nous est arrivé, de la nouvelle réflexion qu'on a, parce que ça évolue. Moi, en 5 ans, j'ai énormément évolué. Et personnellement, j'aimerais bien, à moyen terme, un peu me spécialiser dans le repérage et la prévention du risque suicidaire, parce que je suis intimement persuadée que le côté témoignage peut énormément faire avancer dans ce domaine-là. Je sais que, par exemple, il y a un numéro qui est le 3114, qui est un numéro d'appel pour la souffrance psychique, le risque suicidaire. Et par exemple, ils nous avaient contactés à l'université pour nous demander, en tant que personnes concernées, ce qu'on aimerait qu'on nous réponde. Et voilà, donc en fait, c'est valable pour pas mal de choses en santé mentale, c'est qu'à un moment donné, il va falloir inclure des personnes concernées pour qu'elles amènent un autre éclairage. Les experts, il n'y a pas de problème, on peut être expert sans avoir été concerné, et ça je ne le conteste pas, sinon je ne pourrais pas travailler avec d'autres gens. Il va falloir rentrer des personnes concernées. Et du coup, tout ce qui est risque suicidaire, je trouverais ça très intéressant pour moi. D'y aller, pour ça, il faudra que je sois formée. Beaucoup formée, je pense, en plus. Et pour essayer, une fois formée, d'essayer d'en faire quelque chose où j'inclus un peu du témoignage, ou en tout cas, j'amène la patte passée par là, père aidance, qui, je pense, peut être vraiment intéressante dans ces domaines-là, où on patine un peu, et c'est quelque chose, bien sûr, qui me tient énormément à cœur, parce que c'est le problème qu'on a en santé mentale. On perd les gens parfois, et que je pense que c'est évitable. Et le deuxième axe, c'est j'ai besoin professionnellement de développer des outils, de la formation, du savoir, des connaissances et des techniques pour travailler tout ce qui est déstigmatisation. Donc là, j'ai demandé des formations, parce que comment est-ce qu'on déstigmatise ? Alors, on a beau me dire, un père aidant, c'est déjà de la déstigmatisation, oui, mais ça ne va pas suffire. En fait, là, moi, j'ai besoin d'autre chose que ce que je fais actuellement. Donc, j'ai déjà commencé à aller voir des documents fictifs, mais là, j'ai besoin d'une formation spécifique. Et je pense aussi que j'aurais besoin de beaucoup de formation pour essayer. J'ai besoin de formation et j'ai besoin aussi qu'on me propose des projets auxquels je peux me greffer. Et là, ça arrive des projets comme ce qui se passe aux semaines d'information sur la santé mentale, où du coup, on inclut de plus en plus des personnes concernées. En fait, je le redis, ça c'est le combat des pères aidants, il va falloir inclure les personnes concernées pour qu'elles aient leur mot à dire,
et c'est le fameux rien sur nous sans nous. En fait, on va pouvoir arrêter en fait de parler des personnes concernées sans qu'il y ait une personne concernée à la table, gentiment. Et donc la déstigmatisation, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'un père aidant, il est par essence un peu un outil de déstigmatisation. Là, je parle en tant que personne concernée, quelque part, c'est de la déstigmatisation. Mais moi, je suis en difficulté un petit peu à ce jour avec un usager en face qui m'envoie de l'autostigmatisation et de la stigmatisation qu'il subit ou qu'elle subit pour savoir quoi faire. Donc ça, c'est un des gros axes que je compte développer, qui est important pour moi, bien sûr. Bon, un grand merci à Julie Marguet pour cet exemple de réalisation de sa fonction au sein de l'établissement Camille Claudel. Si vous avez des questions, Florence Cassereau du centre hospitalier Camille Claudel est avec nous pour ce webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bon, moi je retiens des messages forts, rien sans nous, c'est-à-dire rien sans eux, et l'inclusion des personnes concernées voilà, à la base de tous nos projets. Un grand merci à Julie pour cette belle présentation qui reprend vraiment, vous l'avez vu, toutes les phases pour avoir un médiateur père dans son établissement, formé, salarié, intégré dans l'équipe et participant à différents projets. Donc un nouvel acronyme MSP pour médiateur santé père et non pas sur d'autres acronymes que l'on peut connaître sous ces 3 lettres. Alors là, je pose la question parce que est-ce que Alexia Antoine veut réaliser sa présentation maintenant? Est-ce qu'elle a le temps ou est-ce que Géraldine pourra faire cette présentation? C'est bon, elle est prête. D'accord. Elle peut la faire. Voilà. Donc Alexia Antoine d'Etna, on vous laisse présenter la mise en place du collectif d'usagers partenaires de projets de santé en Nouvelle-Aquitaine. Merci Alexia. Merci à vous, désolée pour les difficultés techniques de connexion. Donc, la plateforme Etna est la structure régionale qui accompagne le développement de l'éducation thérapeutique du patient en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons également récemment récupéré la mission du sport sur ordonnance, donc le PEPS en Nouvelle-Aquitaine. Ce projet a été développé donc par Etna parce que dans la conception même d'un programme de TP, la place de l'usager partenaire est importante et l'usager partenaire est associé dès le démarrage. Donc, il y a un historique dans le partenariat en santé dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Voilà pourquoi la plateforme Etna a souhaité créer ce projet de collectif. Nous avons été lauréats de l'appel à projet démocratie en santé de la région Nouvelle-Aquitaine sur 2023, qui nous a permis donc de débuter ce projet avec la création d'un site internet collectif-santé.fr. Donc, je vous invite évidemment à aller le consulter et à y naviguer, puisque ce site internet va permettre d'une part de proposer une CVTech qui va recenser les usagers partenaires qui se proposent pour collaborer avec des professionnels de santé ou du médico-social d'ailleurs. Donc sur ce site internet, vous pourrez cliquer sur chaque CV et pouvoir identifier les aires thérapeutiques des personnes traitées par les personnes concernées, les zones géographiques également et les compétences, puisque si on prend l'exemple d'un patient, une personne qui, par exemple, collabore à un programme d'éducation thérapeutique peut tout à fait s'associer par ailleurs, à un projet en termes de prévention, par exemple. Les choses sont transversales. Donc, cette CVTech est consultable par tous. Nous sommes à la phase du projet où on vient donc de finaliser le site internet, donc ce maillage. Maintenant, il nous faut communiquer largement et je remercie encore le CECA pour cette opportunité de pouvoir vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Donc, il nous faut encore communiquer d'une part auprès des usagers partenaires pour qu'ils puissent s'identifier s'ils le souhaitent sur cette CV Tech
et également faire connaître cette ressource aux professionnels de santé. Donc, la CVTech est un outil intéressant, encore une fois, pour que vous puissiez découvrir des usagers partenaires. Et à l'intérieur de cette CVTech, vous avez également, en tant que professionnel de santé, la possibilité de déposer une fiche mission. Si par exemple, ça a été le cas récemment, un organisme de formation recherche un usager partenaire pour pouvoir co-animer une partie de leur formation, d'une formation spécifique, eh bien, cet OF peut déposer une fiche mission en expliquant un petit peu la mission attendue, les compétences requises et la zone géographique, de manière à ce que, dans l'autre sens, les usagers partenaires puissent pouvoir prendre connaissance des missions qui leur sont proposées. Donc, en quelque sorte, si on doit faire un parallèle, cet onglet CVTech ressemble à une agence intérimaire pour pouvoir faciliter les rencontres entre les deux parties. Donc, les informations qui sont indiquées dans les CV sont des informations déclaratives, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité de chaque usager partenaire. On émet, la plateforme Etna n'émet aucun filtre et aucun contrôle particulier. On n'exige pas de diplôme en lien avec le partenariat en santé pour pouvoir déposer son CV, puisqu'on le sait, le savoir expérientiel peut tout à fait s'exercer sans avoir un diplôme particulier, évidemment, même si on encourage, pour monter en compétence, tous les usagers partenaires à pouvoir suivre des formations. Voilà sur cette première partie. Sur la deuxième partie, dans le site internet, il y a un forum de discussion qui permet de faciliter les échanges, et le témoignage que nous venons de voir de la médiatrice santé pair, Julie, l'illustre parfaitement. C'est que parfois on peut être isolé dans son activité d'usager partenaire. Et donc l'idée de ce forum, alors ça ne reste qu'un forum de discussion sur internet, mais en tous les cas, c'est la traduction numérique de ce qu'on souhaiterait faire au sein de ce collectif, c'est-à-dire de pouvoir réunir régulièrement les membres de ce collectif pour échanger sur des thématiques, des sujets qui les préoccupent dans leur quotidien, donc faire de l'échange de pratiques, mais également de pouvoir monter des groupes de travail sur des sujets spécifiques. On sait par exemple que certainement qu'un des premiers groupes de travail qui va émerger sera probablement la question de la rétribution. Aujourd'hui, les usagers partenaires fournissent un travail professionnel, prennent du temps et parfois se déplacent loin. Et donc, il est très important de pouvoir essayer de travailler sur cette question de la rétribution, à minima le défraiement des frais kilométriques. Et donc, on sait que les membres du collectif qui nous ont rejoints ont à cœur de vouloir réfléchir là-dessus. Ça sera également un incubateur d'idées qui sera à la disposition des institutionnels qui le souhaitent, qui souhaitent à un moment donné interroger, challenger sur la question du partenariat en santé. Alors, on se positionne en complément évidemment de ce que fait France Asso Santé. Il ne s'agit pas évidemment de se substituer à leur activité, mais de bien être complémentaire. D'ailleurs, France Asso Santé est un des partenaires privilégiés de ce collectif d'usagers partenaires. Donc voilà pour le forum. Et puis nous avons également sur ce site une partie ressources, des ressources qui concernent les partenariats en santé. Alors, les outils du partenariat au sens large, ainsi que des ressources plus spécifiques en fonction de l'activité que peut avoir un usager partenaire, que ça soit, comme je l'évoquais, en formation, par exemple, ou bien en prévention, ou dans l'accompagnement du malade. On peut retrouver des ressources, ou en tous les cas des renvois vers des sites de référence. Encore une fois, ce site vient juste d'être créé. Il sera évidemment enrichi au fur et à mesure du temps et des remontées que vous pourrez nous faire aussi en termes de ressources, en termes d'amélioration d'expérience utilisateur de ce site. Donc voilà assez rapidement ce que je pouvais vous dire sur ce collectif des usagers partenaires.
Ce qui m'intéresserait auprès de l'auditoire d'aujourd'hui, ça serait d'avoir un petit peu vos réactions et vos intérêts à rejoindre ce collectif, ce que vous en attendriez, ce dont vous auriez besoin, ou à l'inverse, dans ce que j'ai présenté, ce que vous retenez comme quelque chose d'important et d'utile pour votre pratique. Voilà, donc un appel d'Alexia. Vous avez donc la partie questions pour pouvoir nous partager vos questions tout au long du webinaire. Alors, pas de questions spontanément, donc encore faut-il les écrire, donc il y a un temps d'écriture. Oui, bien sûr. Vous pouvez rester avec nous, Alexia? Oui, je peux rester une bonne dizaine de minutes, D'accord. 15 minutes, c'est bon. D'accord. Ça colle. Bon, voilà. Là, en tout cas, on attend, et s'il y a des questions pour Alexia, nous reviendrons vers vous. Merci beaucoup pour ce nouvel espace qui se crée en Nouvelle-Aquitaine pour permettre aux différentes parties donc d'échanger et de travailler ensemble. Maintenant, je suis très heureuse d'inviter nos collègues de l'Institut Bergonié, avec Laura Innocenti et Guillaume Roubaud, donc, qui vont nous parler donc, de la place et du rôle du patient partenaire en oncologie. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nous sommes ravis, Guilhem et moi, de cette invitation et de ce partage qui entre totalement en résonance avec les propos introductifs que France Asso Santé a portés et les autres présentations. Guilhem se présentera. Je suis dans cette réflexion historique de Bergonié parce que aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, l'architecture de ce lien, de cette alliance entre les patients et les professionnels est aussi un peu historique, on va dire, dans un centre de soins et de lutte contre le cancer. Et effectivement, on va le voir avec les diapos, Anne, comment on est arrivé à être adapté, à pouvoir accueillir aussi une autre figure du partenariat, de l'engagement, qui sont les patients partenaires. Tout simplement parce que, bien avant moi même, mais la question de l'implication de la parole et de la reconnaissance de la forme de l'expression du patient était incarnée dans cet établissement. Évidemment, ça remonte avant la CDU à la CRUC, avec déjà des représentants des usagers, mais avec une incrémentation plus forte au vu aussi de l'évolution de ces instances réglementaires, avec les associations d'usagers et d'accompagnement. On en citera nombreuses, mais Bergonié a aussi cette chance d'avoir un collectif d'usagers associatifs avec une vingtaine, une trentaine d'associations, et qui réfléchit aussi à avoir un rapport avec le territoire. Il y a aussi bien évidemment les pères aidants bénévoles, ça rentre beaucoup en résonance avec la présentation de l'établissement Camille Claudel, et puis sont arrivés, grâce à nous tous, ces patients partenaires. Donc, tout ça pour enrichir cette qualité du soin, de la relation et de l'écoute dans une vision, je dirais, voilà, d'amplifier cette question-là d'une démocratie sanitaire, pas uniquement théorique, mais relationnelle et je dirais aussi opérationnelle. Donc, pourquoi tout ça aujourd'hui peut aussi mieux s'articuler? C'est parce que l'hôpital a choisi en 2021, avec le projet d'établissement, de structurer un projet des usagers qui, je dirais, est un peu la clé de voûte qui relie cette réflexion entre qu'est-ce qu'un hôpital peut faire avec des usagers et comment les professionnels travaillent avec eux. Alors, évidemment, ça implique aussi que les choses soient clairement, je dirais, posées. D'un côté, il y a la question des droits des patients avec les représentants des usagers et avec les instances adaptées pour vraiment travailler à cette question-là qui est centrale, avec la direction qualité et d'autres professionnels, qui est la question de la sécurité, la qualité des soins, mais l'analyse des plaintes et réclamations. Mais ce n'est pas que par le chemin de la plainte et des réclamations qu'on a voulu consolider ces rapports-là, mais aussi en s'écoutant et en développant justement cette question-là du partenariat en santé. Et là, on voit bien que l'expérience des associations d'usagers et des patients partenaires nous a
confortés dans cette nécessité de continuer à travailler ensemble. Et puis, je dirais qu'une forme de maïzena à ce travail est aussi, il y a plusieurs instances, mais aussi la démarche éthique, qui est un outil qui nous amène à une réflexion à partir des cliniques, la clinique des professionnels, de l'expérience des patients, de venir nous interroger et surtout d'éclairer peut-être des questionnements qui sont quotidiens chez les uns et chez les autres. Merci à un schéma qui est connu par tout le monde et qui est un point d'appui pour faire voir un peu le chemin, l'évolution de ce rapport entre les professionnels de santé et bien au-delà de l'approche centrée sur le patient, mais c'est comment le patient partenaire est venu aujourd'hui se mettre au travail avec des équipes de soins, dans des équipes de soins au plus près, je dirais, de son organisation, et avec, vous verrez, Guilhem, on dira les éléments principaux, c'est comment on a fait en sorte que les patients partenaires apparaissent dans notre fonctionnement et comment l'orientation des nouveaux patients et des aidants ont été faits vers ces patients partenaires. Donc, je le rappelle, nous avons la chance d'avoir un patient partenaire en urologie et un patient partenaire en scénologie, donc parcours femmes et parcours hommes. Merci pour la diapo suivante. Je dirais très rapidement ces mots-là parce que ce n'est pas l'essentiel, mais néanmoins, historiquement, c'est grâce à l'appui de cette initiative portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a lancé cet appel à projet et que nous avons beaucoup aussi travaillé avec la Ligue et en résonance avec les questionnements que France Asso Santé amène, que nous avons pu effectivement nous inscrire toujours dans la mouvance, bien évidemment, d'Unicancer avec la stratégie décennale, d'enraciner un peu toute cette… et de rassembler notre… modeste expérience et avancement sur ces questions-là en démocratie sanitaire et de le déposer de façon, je dirais, un peu plus structurée, officielle, dans un projet d'établissement. Et bien voilà, nous arrivons à terme d'une première étape d'un projet d'établissement. On va voir comment on continue à légitimer, à valoriser autant les savoirs expérientiels, je dirais, des associations d'usagers, mais aussi des patients partenaires et d'articuler tout ça. La prise de fonction de ces deux nouveaux collaborateurs s'est concrétisée en 2021 avec un mi-temps pour le parcours femmes et pour Dominique Shore, donc Valériane Monnier par le parcours femmes et Dominique Shore pour les parcours hommes sous un quart-temps. Nous sommes montés en consolidation de ce projet, en CDD et CDI. Et l'ARS a eu la possibilité de proposer que l'expérimentation se poursuive sur 3 années supplémentaires, mais ce n'est pas renouvelable, donc se posera aussi la question de la pérennisation de l'avenir de ce projet. Merci pour la diapo suivante que je passe la parole à Guilhem. Alors, pourquoi on a des patients partenaires à Bergonié, Guilhem? Alors, merci beaucoup en tout cas de me donner l'opportunité de pouvoir un peu échanger aussi avec vous. J'ai été aussi impressionné après vous avoir écouté de l'aboutissement de projets très importants au service de nos patients, très impressionné également du commentaire très important qu'on a eu avec le père aidant, le médiateur père aidant. Vraiment, c'est là où on retrouve en effet la crédibilité de la parole du patient, en fait, en tant que père aidant ou patient partenaire, qui est extrêmement importante pour nous. Donc moi, je suis Guilhem Roubaud, je suis oncologue médical et je coordonne le département d'urologie sur l'Institut Bergonié. Et donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner Camille Chakiba, qui est vraiment celle qui a aussi été la porteuse du projet au niveau du groupe SAIN avec Valériane Monnier et donc moi avec Dominique Shore pour ce qui était de la partie urologie. Donc pourquoi les patients partenaires? Évidemment, c'est pour essayer justement de briser un peu cette asymétrie qu'on a dans la relation entre le médecin et le patient, et donc vraiment qui s'inscrit dans la démocratie sanitaire. Et ça veut dire vraiment donner plus de matériel pour le patient pour qu'il comprenne où il va, donc faire repérer en fait dans son parcours patient, lui expliquer les choses finalement au début, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le suivi ensuite, et permettre de donner des clés pour que le patient soit vraiment actif dans la décision et donc que ça nourrisse une décision partagée, même si ce terme est parfois un peu hypocrite. On se dit mais oui, mais en fait c'est jamais partagé. S'il faut vraiment tendre vers, pour reprendre l'expression qu'on a entendue tout à l'heure, s'acharner finalement à ce que là aussi on ait quelque chose qui tende vers un partage équitable. Donc les objectifs, c'est d'optimiser le parcours du patient, et le parcours de soins du patient,
de soutenir, d'informer, de soutenir le patient, mais également son entourage. Et avec Dominique, on a vraiment ce souci avec une population aussi plus âgée d'aller vraiment vers l'aidant, ce que les anglo-saxons appellent le caregiver, et puis améliorer évidemment la qualité de vie. Plus un patient va comprendre, va adhérer à un traitement, comprendre pourquoi il vient, comprendre aussi la lourdeur logistique de sa prise en charge qui peut être parfois importante, ne serait-ce que pour faire des allers-retours dans Bordeaux, hein, c'est quand même extrêmement compliqué pour des patients qui viennent de l'extérieur. Plus il va comprendre ça, plus il va adhérer, plus en fait sa qualité de vie va s'améliorer aussi par rapport à la compréhension de son parcours de soins et des traitements qu'il a. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les missions, elles se dichotomisent finalement en clinique et extra-clinique. C'est comme ça qu'on a toujours voulu un petit peu structurer les choses et comme ça qu'on essaie de mesurer le retour du travail de nos patients partenaires. Donc concernant les missions cliniques, eh bien, globalement, c'est d'avoir un entretien. J'aime pas parler de consultation, c'est pas vraiment une consultation, mais un espace en fait qui soit différent, un espace d'écoute en fait qui soit différent et plus incarné, bien sûr, par rapport à nous qui avons une expérience par procuration. Donc, c'est d'aider le patient à se repérer dans le parcours de soins. Et ça, c'est important parce que c'est très compliqué. Une première consultation, même 40 minutes en oncologie, bah, c'est rien. Et on ne fait pas vraiment des choses extraordinaires en termes de ce qui est compris par le malade, parce qu'on doit donner beaucoup de niveaux en fait, de compréhension. Vous avez un cancer, il a des métastases, il peut être potentiellement mortel. Vous allez avoir tel traitement, il peut y avoir tel effet indésirable. Et en plus, on a un essai clinique, parce qu'évidemment, comme on est en cancérologie et en centre anticancéreux, on va avoir en plus le problème de l'essai clinique. Donc, ça va rajouter encore plus de problèmes. Donc, il faut pouvoir vraiment sous-titrer les choses. Également, identifier les besoins. Je pourrais donner des exemples, énormément d'exemples, où je pense plutôt être un médecin assez empathique, mais il y a des choses que je ne saurais pas détecter. Et il y a des choses auxquelles je ne saurais pas répondre en tant que médecin. Et le patient partenaire saura les détecter et saura y répondre. Partager son expérience, je me méfie un petit peu de ça, parce que, attention à la distance qu'il faut avoir entre sujet et objet. Le patient partenaire reste un patient, même s'il est aussi un professionnel de santé. Je dis souvent, quand je présente cette notion de patient partenaire, il ne faut pas que le patient, le rôle ne sera pas de déballer toute l'histoire du patient partenaire au patient qui sera vu à ce moment-là. Et toujours avoir ce recul-là, cette distance, et c'est toujours matière à discernement, la distance du patient partenaire par rapport au patient qu'il voit en face de lui. Et enfin, donc, bien sûr, informer le patient sur les ressources disponibles dans les murs et hors les murs donc, de notre centre. Et ça, c'est très important. Et je dis souvent que c'est une plateforme aussi aux associations de patients. Nous, on est un peu un culte là-dedans, et je l'avoue humblement. Et on voit en fait, quand on commence à pénétrer un petit peu les associations de patients, la richesse qu'il y a, notamment dans mon domaine, dans le cancer de prostate notamment. Je suis assez effaré des initiatives qui sont faites, même de congrès pour les patients. Et donc ça, ils sont extrêmement informés là-dessus. Et puis, bien sûr, avoir un retour, et on reviendra là-dessus aussi, sur le patient partenaire peut être lanceur d'alerte sur certaines choses et sur des effets de la prise en charge sur la vie quotidienne que nous, on n'aura pas forcément détectés. Donc ça, c'est vraiment ces missions cliniques qui sont extrêmement importantes et qui sont aussi, donc Laura, complétées par des missions extra-cliniques. Oui, mais effectivement, ces deux mouvements se tiennent parce que ça a été aussi un virage un peu culturel dans l'hôpital, et on a eu de la chance aussi de trouver à travers ces deux patients, ces deux collègues, ces deux personnes, l'envie d'être des ambassadeurs avec nous pour regarder un peu un système de santé dans lequel ils interviennent, et de se familiariser à un système aussi d'organisation très codéifié. Donc, cette acculturation qu'on a co-construit avec eux pour essayer qu'ils puissent aussi s'émanciper assez facilement et puis trouver des repères et nous interroger aussi sur nos habitudes qui peut-être nous semblent un peu des automatismes. Donc, les accompagner, c'est aussi sensibiliser et déployer sans essayer de convaincre qu'est-ce qu'est ce personnage, cet acteur, ce professionnel, ce rôle, comment il s'accoste.
et comment on s'adapte et on s'adopte à côté des autres acteurs, qu'ils soient associatifs et internes ou externes, faire entendre quelle est justement cette dimension de cette expérience qui est la leur dans des instances d'un hôpital. Il y a des instances qui promeut, enfin, qui intègre de plus en plus justement la présence réglementaire des représentants des usagers, mais demain aussi un représentant des usagers dans une commission de direction d'un établissement. Et puis, il y a la CDU et dans d'autres instances où la CME se mettre au travail avec eux, pas uniquement faire qu'ils présentent ce qu'ils font, mais qu'ils viennent interagir avec les blouses blanches. Évidemment, la finalité, elle s'inscrira dans le temps, mais comment toute cette coopération qu'ils font avec nous peut aussi venir interroger certaines logiques et contraintes d'une organisation hospitalière quand elle structure des parcours de soins, surtout en interne, mais aussi avec la ville et n'oublions pas un territoire, avec tout ce qui fait de son éloignement et de sa diversité de ressources, pas toujours équitable. Donc, la gouvernance d'un hôpital se doit d'être attentive à ça. Travailler avec des associations, on se l'est dit, et c'est des acteurs qui s'articulent entre eux, et que ce soit des maisons des usagers, que ce soit des ERI, que ce soit, appelons-les comme nous voulons, que ce soit des lieux d'accueil pour permettre à ces différentes figures de venir en tout cas être identifiées par les patients, les accompagnants et à disposition dans une politique de démocratie sanitaire. Puis au fait, on travaille beaucoup avec l'ARS, avec l'Université de la Sorbonne, qui sont des espaces aussi de co-réflexion. Unicancer aussi est un acteur très impliqué. Évidemment, au niveau international, nous le savons, nous avons nos amis et voisins québécois qui ont été aussi pour nous source de structuration. Donc, en fait, cette multiplicité d'acteurs réflexifs nous amène tout doucement à avancer avec les expériences de nos voisins dans l'appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Diapositive suivante. Donc là, c'est juste pour vous brosser, la diapositive est un peu chargée, mais pour vous dire en gros qu'on axe en fait entre activité clinique et extra-clinique. Donc vous voyez, on est obligé quand même de… Ce sont des professionnels de santé qui travaillent avec nous, donc on est obligé aussi d'évaluer leur activité. Et vous voyez que dans les activités extra-cliniques, ils participent notamment aux événementiels pour ce qui est de Valériane, pour Octobre Rose notamment, mais au-delà d'Octobre Rose, dans d'autres événementiels, et surtout parmi les médias, faire connaître aussi ce rôle de patient partenaire qui est indispensable. Diapositive suivante, vous voyez pareil pour Dominique Shore, vous voyez pareil l'activité clinique, vous voyez qui est moindre, il a moins de temps, et on n'a pas les mêmes patients. On a des patients qui vont avoir plus de mal, on doit être très proactif, nous, vraiment donner les coordonnées du patient après en avoir parlé en consultation, et c'est Dominique qui va faire le premier contact, parce que si on attend que ce soit le patient, une fois sur deux, ce ne sera pas fait, alors qu'il va en attendre des choses positives ensuite, ce patient, il sera très satisfait de cet espace de discussion qu'il aura eu. Vous voyez donc des participations, des interventions aussi importantes jusqu'aux médias, où on a fait des informations également en ma présence et également de l'infirmière de pratique avancée, qui est une autre innovation dans le parcours patient atteint de cancer de prostate. Diapositive suivante. Et on se retrouve finalement avec des choses qui sont très positives. On voit que clairement les patients, moi je vois Dominique à peu près une fois par mois, avec vraiment 2 heures de retour de son expérience, où on voit que bien il y a un autre espace qui s'ouvre avec les patients, avec une vision et un reçu de la parole qui est plus incarné que celui du médecin. Ça renforce aussi le lien avec les associations d'usagers. Pour ce qui est de la scénologie, on a aussi, dans le cadre de la formation de ces patients partenaires, une formation à l'éducation thérapeutique, mais qui est surtout mise en place pour l'instant avec des ateliers d'éducation thérapeutique en scénologie avec Valériane, qui a vraiment bien avancé. On a des investissements dans des collaborations transversales, donc je vous l'ai dit, dans les murs et hors les murs aussi, avec des associations de patients ou la Ligue contre le cancer. Et on a vraiment vu qu'on avait 2 parcours patients différents, 2 pathologies différentes, 2 typologies entre guillemets de patients différents et 2 patients partenaires aussi qui étaient différents. Et donc ça enrichit vraiment parce qu'on n'a pas du tout du copier-coller entre les deux. Donc on a plutôt vraiment quelque chose de positif, que ce soit dans le retour
auprès des soignants qu'auprès du patient, ce qu'on ne met pas assez en avant dans cette diapositive. Pas de diapositive suivante. Et finalement, au-delà de ça, eh bien, on voit que, moi je le vois dans les entretiens que j'ai avec Dominique, j'ai des choses qui m'ouvrent les yeux, et Dominique est lanceur d'alerte sur certaines choses, avec vraiment une finesse dans les mots qu'il va pouvoir récupérer. Il cite le terme verbatim, il dit voilà, le verbatim du patient c'était ça, donc il cite vraiment ce que dit le patient, et après il va être très prudent sur son interprétation, mais avec sa finesse, je vais voir qu'il y a des choses que moi je n'ai pas perçues et qui vont me permettre de réajuster, comme tu le disais là sur la diapositive, la posture, la réflexion sur la posture du soignant. Et moi, je vais parfois m'adapter par rapport à ce qui aura été dit. Il y aura eu un réajustement. Donc ça, c'est vraiment des choses extrêmement précieuses que l'on a. Donc, sur le retour vis-à-vis du patient, mais vis-à-vis également du soignant, et même moi, de médecin. Et ensuite, au-delà de ça, il y a d'autres choses. Laura. Soyons modestes, néanmoins, je dirais il y a toujours une nécessité et ce serait intéressant, non pas tellement pour mesurer vraiment cette dimension d'impact. Aujourd'hui, on doit consolider, je dirais, nos outils, même si l'ARS et l'Université de Bordeaux ont permis effectivement une évaluation interhospitalière des 7 ou 8 établissements qui sont sur cette expérimentation de salarier vraiment des patients partenaires. Et je crois que, si ma mémoire est juste, c'est pas quelque chose qui est automatique. Le salariat, c'est une vraie question, la professionnalisation du patient. Néanmoins, nous, en interne, on voit qu'on doit continuer vraiment, vraiment à consolider cette analyse, mais qui ne doit pas être que chiffrable, elle est plutôt qualitative, mais qui vient après se retravailler sur des questions de parcours, de la considération de la place de l'aidant, des interfaces hôpital-ville. Donc, et c'est une démarche qui vraiment, vraiment, vraiment soulève des questionnements quotidiennement dans le rapport intime des équipes avec le patient partenaire, donc des questionnements éthiques, relationnels, comme tu le disais, sur la posture, mais aussi cette relation asymétrique qui reste encore, je dirais, culturellement, je dirais, sensible, et c'est quelque chose qui est aussi pas évident à travailler, et en même temps on en parle très ouvertement. Institutionnellement, c'est aussi demander à une organisation de penser sa vision de façon plus horizontale et d'intégrer vraiment la question de l'expérience et la parole des personnes que nous accueillons dans une considération, je dirais, autre, pas uniquement, je dirais, consultative ou informative, mais de décisionnaire, de construction de co-décision. Et comme on l'a dit au tout début, je dirais qu'on rentre vraiment dans le chemin de ce que la loi du 4 mars nous a souvent souligné, dans cette notion du avec les professionnels de santé, de façon à ce que les décisions qui impactent la vie des personnes soient vraiment co-décidées. La diapositive dernière, nous la partageons de façon, je dirais, très ouverte. C'est comment aujourd'hui vraiment interagir, permettre d'autres interactions entre ces professionnels de l'expérience de la santé, de leur santé, avec des professionnels qui sont en activité, que ce soit les internes, les externes. Mais cette acculturation n'est pas, je dirais, gagnée. Et puis, il ne s'agit pas d'atteindre, je dirais, de convaincre, mais d'éprouver des choses. Je crois que des choses ne se décrètent pas, elles s'éprouvent, et je crois que chacun s'accoste à ces expériences de façon progressive. Chaque parcours est différent, en uro, parcours séno ou hémato. Voilà, c'est des chemins où chacun doit essayer de voir comment s'articuler peut-être avec ces acteurs. Donc, comment pouvons-nous aujourd'hui faire en sorte qu'ils viennent avec nous dans les rencontres avec les externes et les internes, ce qui est déjà le cas, et puis aussi certes, d'intégrer leurs paroles, témoignages, non pas uniquement comme quelque chose qui raconte, mais qui nous met en réflexion au travail. Je crois que la dernière diapo veut simplement nous dire que la question aujourd'hui de cette collaboration, dans la dernière diapo, on peut le voir, c'est vraiment essayer
voilà, je ne sais pas si c'est une complémentarité, je dirais même une supplémentarité, parce que les chemins de soins et de vie sont complexes, quelles que soient les réalités de santé qui impactent les personnes, mentales ou autres, en tout cas chroniques sûrement. Voilà ce qu'on pouvait essayer de partager avec vous. Merci beaucoup. Un nouveau retour d'expérience qui va nous faire le relais avec cette dernière présentation sur complémentarité ou concurrence. Je voulais simplement revenir qu'il y a eu des mots très forts. On parle de culture. Une culture, ça se développe. On a parlé aussi de la loi de 2002. Il me semble que nous sommes bientôt en 2025. Donc le chemin est long, tortueux, mais on voit qu'on avance énormément, notamment ces dernières années, avec enfin la mise en place de tels dispositifs ou de telles personnes dans vos établissements. Donc vous avez évoqué la notion de supplémentation, complémentarité, et pour toi Géraldine, donc bien sûr nous sommes provocateurs, complémentarité ou concurrence, qu'en penses-tu ? Et forcément, donc, alors ça suggère de toute façon des questionnements, notamment sur les différents statuts. C'est pour ça que pour certains, ça peut paraître des mises en concurrence. Parce qu'effectivement, il y a des statuts, notamment le statut du représentant des usagers qui, depuis la loi du 4 mars 2002, a été entériné avec toute la démarche et tout l'engagement qu'il a fallu faire pour aussi faire reconnaître cette place statutaire au sein des instances pour que l'instance vive véritablement. Et je pense que, comme tu le disais, ça prend du temps. Mais on voit aujourd'hui que, notamment à travers le développement des projets des usagers qui sont portés par la CDU, on voit justement que cette place, au-delà de l'élément statutaire juridique, il y a une place à la fois organisationnelle, dans le consensus, dans la codécision, voire même aussi dans la reconnaissance, ne serait-ce que de la prise en charge des frais de déplacement qui sont aujourd'hui mieux reconnus également par les structures qu'elles ne l'étaient initialement, parce que là aussi, c'est du temps passé et aujourd'hui, le statut du bénévole, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, vient par rapport à ces nouvelles formes d'engagement dont on vient de voir, que ce soit à travers le médiateur santé-pair, l'expérience du médiateur santé-pair ou du patient partenaire, effectivement, des chocs parce que on a parlé de professionnalisation avec même du salariat. Et effectivement, ça peut poser question sur des mises en concurrence avec le bénévole qui lui aussi prend du temps, de l'énergie pour justement participer à tout ce processus collaboratif. Donc, du coup, je pense que c'est important de repositionner les choses, quand bien même il y a encore des vides juridiques, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de statut posé pour le patient partenaire. C'est quelque chose sur lequel, justement, le législateur œuvre et sur lequel, d'ailleurs, France Asso Santé s'interroge et essaye de poser aussi les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, plutôt que de partir sur ces problématiques de considération statutaire, je pense que dans le cadre du partenariat en santé, si on revient un peu à mon introduction, sur la nécessaire aujourd'hui besoin de pouvoir développer ce partenariat en santé, je parlerai donc plus favorablement de complémentarité. Déjà parce qu'on le voit, la place en tout cas et la figure est différente. Je pense que c'est important de revenir sur le fait que le représentant des usagers, son objectif, c'est vraiment de faire reconnaître les droits des usagers et de proposer des axes d'amélioration pour la qualité de la prise en charge. C'est ce sur quoi il est d'ailleurs formé et sur lequel France Asso Santé poursuit tout au long de son parcours de représentant des usagers son intégration et sa montée en compétences. Et donc, effectivement, la légitimité, elle est surtout sur les outils de l'expérience qui aujourd'hui est de plus en plus reconnu, notamment dans le cadre de la certification des établissements. Et puis, donc, il ne faut pas oublier que le représentant, c'est le représentant de tous les usagers, avec donc une technicité et une compétence qui lui légifère une vision systémique, une vision collective, puisqu'il est là non plus au nom de son association, mais vraiment au nom du collectif. À la différence du
père aidant ou du patient partenaire qui, lui, effectivement, va plutôt s'intégrer dans une démarche de soins relationnels, plutôt au service du parcours individuel de la personne et donc va plutôt aider à la collaboration et faire valoir ce que l'on appelle effectivement les savoirs expérientiels et donc vraiment travailler au plus près des équipes de soins. Donc, je pense que les deux sont vraiment complémentaires et l'objectif, c'est aujourd'hui et tout l'enjeu et l'avenir de demain va être de voir comment cette complémentarité peut s'exercer au sein des structures hospitalières, à la fois dans un cadre réglementaire et juridique, dans un cadre organisationnel, dans un cadre de projet. Et pour cela, donc, comme l'a dit d'ailleurs Laura, il y a aujourd'hui des leviers. Le projet des usagers est un levier. La dynamique d'ouvrir, par exemple, des maisons ou des espaces des usagers sont également des leviers pour favoriser la rencontre. Parce que derrière les lieux, c'est aussi le symbole de justement de cette collaboration qui peut se mettre en place pour faire en sorte que le côté donc représentant des usagers puisse aujourd'hui être favorisé avec la rencontre des usagers partenaires et des autres formes de partenariat en santé. Et pour cela, donc, il y a 3 étapes essentielles. La première, c'est vraiment, et c'est en ça que les établissements sont aussi médiateurs de cette rencontre, pour identifier et recenser les patients qui peuvent s'impliquer au sein des établissements ou qui sont déjà impliqués, faire en sorte que l'on favorise la rencontre et la relation et ensuite mettre en place donc des projets collaboratifs. Et c'est en ça que le collectif aussi des usagers partenaires, à travers aussi le déploiement de CVTech et de mise à disposition de fiches projets, peuvent être aussi l'occasion de pouvoir travailler justement et développer les espaces de collaboration. Parce qu'au final, justement, si les modes d'action sont différents les uns des autres, de toute façon, tous, que ce soit les professionnels, les usagers, les citoyens eux-mêmes, c'est vraiment améliorer ensemble à la qualité de la prise en charge, de la prise en soin des usagers dans le système de santé, puisque n'oublions pas que nous sommes tous des usagers du système de santé. Alors, je vous ai mis juste là, effectivement, vous dire qu'il y a des guides, il y a des outils aussi disponibles. France Asso Santé a fait justement un guide qui s'appelle Les différentes formes d'engagement des usagers partenaires et qui sont là pour un peu expliquer le pourquoi, le comment et comment faire. Et puis, il y a d'autres ressources. L'HAS, en juillet 2023, a également mis à disposition des éléments et notamment pour accompagner les établissements pour identifier les profils de poste pour recruter des usagers partenaires. Et puis, il y a bien sûr l'Université de Montréal qui a un guide de recrutement de l'usager partenaire qui est également à disposition et qui peuvent également aider. Et France Asso Santé fait aussi des formations auprès des représentants des usagers sur les nouvelles formes d'engagement pour améliorer aussi la collaboration et le repérage également, y compris quand on est représentant des usagers partenaires. Merci Géraldine pour cette synthèse. Peut-être avez-vous des questions que nous pourrions partager aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, nous avons indiqué que ces supports et replays seront disponibles sur les réseaux. Il y a toujours moyen de revenir vers nous pour poser vos questions, notamment Anne, je pense que vous seriez d'accord quand ces questions arrivent sur communication@ck.fr. Et bien sûr, nous pourrons transmettre vos questions aux différents intervenants que je remercie chaleureusement. Avant de terminer, je voulais aussi évoquer avec vous un travail sur lequel nous sommes en cours au niveau du CK avec France Asso Santé, l'actualisation d'un projet que nous avons mené il y a quelques années maintenant, un e-learning qui s'adressait aux patients, aux familles, pour les sensibiliser à des étapes, à des temps de leur prise en charge sur lesquels ils pouvaient être acteurs de leur sécurité des soins. Donc là, nous sommes en cours de cahier des charges pour actualiser ce jeu qui date un peu, le compléter avec d'autres univers et nous reviendrons vers vous en 2025 pour vous associer à la réalisation de ce projet qui nous tient à cœur dans complémentarité des ressources que l'on peut développer.
Je pense qu'Anne, nous n'avons pas de questions. En effet, pas de questions actuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations ont été partagées aujourd'hui, beaucoup d'exemples, voilà, des interventions qui font intervenir les établissements de santé, les différents professionnels, soignants, médicaux, administratifs. Donc vous voyez que tout le monde est concerné et tout le monde est impliqué. Et encore un grand merci à Camille Claudel, l'Institut Bergonié, Aetna et à France Asso Santé de cette collaboration. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci. Merci.